Bonjour à tous, très content d'être ici et de faire cette interview avec toi. Bonjour Pierre. Bonjour. Écoutez, on a la thématique justement aujourd'hui du Minimum Lovable Product. Alors construire un SaaS pionnier dans sa catégorie et faire face à Notion, un titre qui tient quand même sur 3 lignes, donc assez lourd. mais c'est aussi une excuse pour revenir aussi sur ton parcours, parler product aussi, mais avoir un peu les différents insights sur ce que tu as pu voir. Merci à tous d'être ici parce que quand même première conf de la deuxième journée, lendemain de la soirée, donc je pense qu'on est parmi ici avec les plus courageux de l'event. Donc merci à vous, vous pouvez vous applaudir je pense pour ça. Et ouais, bah, écoutez, très content de ça. Je pense que avant de se lancer dans cette interview, ce qui est intéressant, c'est de pas écoper à la présentation mutuelle des deux personnes. Je fais une rapide parenthèse du coup sur moi, puis après on passera sur toi Pierre et tout le sujet de la conf est là. Donc petite parenthèse, donc, on le disait tout à l'heure, des remercie à Ici Lundi et H7 pour l'organisation de cet événement. Donc moi je suis Hugo Dupré, un des fondateurs de CoCTO, qui est un collectif d'anciens CTO de scale-up et de grands groupes, avec qui on bosse et avec qui on fait des missions de conseil avec une partie audit et du deal technique, une partie d'intervention en part-time, en transition, et aussi du recrutement du coup des profils type CTO, VP Engineering pour nos clients. Donc voilà, ça c'est pour CoCTO. Et cette parenthèse étant faite, Pierre, est-ce que tu peux nous raconter aussi un peu ton parcours rapidement, ta vie? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous, très content d'être là. Moi, je travaille à Nantes, donc j'ai un bureau qui est juste derrière. Même si on est une équipe complètement en remote, moi, je suis à Nantes. Mon parcours, moi, j'ai 35 ans, je suis cofondateur et CTO de Slight. J'ai une formation d'ingénieur en télécommunications et j'ai très rapidement rejoint une startup qui s'appelait Azendoo à l'époque sur Bordeaux en 2010. J'ai rejoint en 2010, j'étais très jeune développeur, le CTO est parti 2 ans après. Donc je me suis retrouvé à 23 ans avec une équipe de 8 ingénieurs, un produit avec des clients. Tu remplaces le CTO directement du coup? Ouais, du coup je remplace le CTO directement. Okay. Je pense que mon rôle à l'époque c'était directeur technique ou oui, peut-être juste lead dev, mais bon voilà, j'ai fait ça. Et j'adorais développer des produits. J'ai adoré après commencer le management et créer des startups et voilà. Ouais. J'ai fait ça pendant 6 ans et ensuite eFounders m'a contacté. Ok, qui était d'ailleurs là au conf hier, donc Exa maintenant. Exa, ouais. Ok, excellent. Ils m'ont contacté et m'ont dit voilà, donc Pierre, en fin de compte, ce qu'on faisait eFounders, c'est qu'on lançait 2 produits tous les 18 mois. L'année prochaine, on en lance 4 dans l'année. Et donc dans le batch, il y avait Notix, qui est maintenant Slight. Il y avait, je crois, Cardix, qui est Spendesk maintenant. Que de X, du coup. Ouais, il commence les projets comme ça, avec des X. Okay. Et ça, c'était en 2016. Et du coup, j'ai rejoint le projet. Mon cofondateur était déjà là. Okay. Et moi, j'ai pris la partie technique. Donc ça, c'est 2016 2016, ouais. Et à ce moment-là, quel est un peu le pitch de Slight? Alors, le pitch, il est très simple. eFounders nous dit, voilà, Notix, ça va être une note app pour les équipes. Donc on veut remplacer Apple Note, faire un truc extrêmement simple, mais pour les équipes. L'environnement à l'époque, c'est Google Drive essentiellement, un peu Confluence. Voilà, donc les gens utilisent des bases de connaissances, mais qui sont pas réellement faites pour ça, ou qui sont pas au goût du jour, quoi. Et donc du coup, il y a besoin de simplicité, il y a besoin de faire vraiment une base de connaissances simple, ce qui est le pitch de Slight en 5 mots. Voilà. Ça roule. Et petite parenthèse d'ailleurs pour aujourd'hui, juste pour replacer dans le contexte actuel, Slight aujourd'hui, comment tu le décrirais du coup la solution aujourd'hui? Ouais, la solution aujourd'hui, du coup, c'est ça. C'est une base de connaissances qui peut être utilisée par tout le monde dans l'entreprise. Qu'on soit 20, on a des clients qui sont 3000, 4000. Et comment faire en fait pour que ça soit simple, quel que soit le nombre de personnes qui va l'utiliser. Comment faire en sorte d'être sûr que les documents sont à jour, qu'ils soient vérifiés par des gens qui les ont écrits eux-mêmes, ou alors par exemple il y a des procédures qui doivent être vérifiées de manière régulière. Donc on propose toute cette sorte d'outils aussi pour gérer la connaissance
à l'échelle, quoi. Voilà, avec quelque chose de très simple. Ok. Donc, pour nous, tout le monde doit pouvoir écrire, tout le monde doit pouvoir contribuer et la consommer aussi. Ouais, donc la simplicité. Et aujourd'hui, dans l'équipe, ça représente combien de personnes pour aussi avoir une petite idée de ça aujourd'hui? L'équipe en termes de slides, Ouais. donc on est une vingtaine. Ok. Ouais. Ok. Une vingtaine. Et à la tech, du coup. À la tech, Ouais. on doit être la moitié, quoi, 10. Ok, une dizaine. Mm. Et on regarde ça en tête, parce que ça a des données intéressantes qu'on va pouvoir reparcourir aussi dans tout l'historique. Donc au début, ouais, tu disais donc remplacer Apple Note, mais enfin le faire pour les équipes, donc quelque chose de très simple. Pendant la boîte, du coup, vous créez chez eFounders. Et il y a une phrase que tu as dit il n'y a pas très longtemps que je vais citer et sur laquelle on va pouvoir rebondir. C'est Slide n'aurait jamais dû être créé par des Français en France. Et je te laisse réagir par rapport à ça. Ouais, je pense que créer une app de productivité aujourd'hui en France, c'est Ouais. très dur. Et je pense que si on n'avait pas eu eFounders, qui avait eu même l'idée, qui avait apporté des financements, parce qu'ils nous ont quand même financé pendant 1 an avant Ouais. qu'on fasse notre première levée de fonds, ouais, ça aurait dû jamais arriver. En fait, on est un peu une erreur, quoi. Déjà, quand on essaie de recruter des gens, il y a plein de gens compétents en France, et surtout en tech. Mais voilà, on va proposer des salaires qui sont pas du tout ceux de la vallée. On va avoir une vision de produit qui est pas du tout la même. Et nous, on a commencé à faire un chiffre d'affaires au bout de 3 à 4 ans. Okay. Donc, il nous a fallu beaucoup de temps, quoi. Beaucoup de temps. Donc voilà, et je pense qu'en France c'est assez dur. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a fait des choses immédiatement. C'était de mettre complètement la boîte en remote en 2016, parce qu'on avait besoin de gens qui savent développer un éditeur de texte collaboratif. Ça semble pas si dur, mais c'est extrêmement compliqué. On a dû aller recruter un mec qui avait un PhD aux États-Unis, qui était expert de ça. Quelqu'un qui sortait d'une école à Berlin, enfin en Allemagne, qui était aussi expert en éditeur de texte. Donc voilà, donc on a dû vraiment ne pas regarder là où on était dans l'écosystème parisien, mais on a dû s'ouvrir tout de suite et directement se dire ok, on recrute en remote, on va devoir chercher des fonds, on va sûrement aussi devoir peut-être partir de France un peu pour trouver des gens qui ont fait la même chose et qui ont les mêmes problèmes, quoi. Donc directement une équipe un peu éclatée de partout. Et d'ailleurs, peu de temps après le début du coup de l'aventure, tu pars aux États-Unis avec les associés, je pense. Ouais, en gros, on fait une année eFounders, on lance le produit, on a 1000 pilotes, tout va bien, on a des gens qui l'utilisent, qui payent un petit peu, enfin bref, on a validé le MVP, quoi. Enfin, c'est même plus qu'un MVP, on a fait tout le produit en 1 an de l'éditeur. À avoir on va dire le premier 0 to 1 de product. Ouais, exactement, le 0 to 1, 0 to 1 an, on le fait. Ouais. Et il passe la candidature de Y Combinator, ce qui est le truc un peu attendu aussi. Tu fais eFounders, tu vas à Y Combinator. On est retenu. Et là, on décide de prendre toute l'équipe. Donc, on était une dizaine à l'époque. D'accord. Et d'emmener tout le monde, en fait. Ouais, donc salariés, founders. Salariés, founders, même des gens qui venaient juste d'être recrutés. Et il y a une designer, elle a démarré son premier jour, c'était sur le tarmac de l'aéroport de San Francisco. C'était son premier jour. Donc voilà. Sympa. Et on a vécu tous ensemble pendant 3 mois. Ok. Et Y Combinator, du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Ce que je retiens, c'est à la fois Y Combinator, même si moi je n'y suis pas allé. Moi, je suis CTO et à l'époque, c'était le feu. Hein. Genre, l'éditeur prenait feu, les gens perdaient des notes, il y avait tellement de problèmes techniques. Sur le produit, tu veux dire, de Slide, c'était. Sur le produit de Slide, c'était le feu. Donc, je suis resté. On avait une belle maison, petite, hein, on avait 4 chambres pour 10. Donc, voilà, moi, je dormais dans le garage, par exemple. On avait loué une bagnole et je dormais dans la voiture pendant 3 mois. Ah ouais. Excellent. Et du coup, c'est le fait d'avoir été ensemble. En fait, compte. En dehors de France, dans la vallée, et essayer de rencontrer des gens, le fondateur d'Airbnb, le fondateur de Siri, donc de Apple, qui nous permettent de s'ouvrir un peu, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec cette conférence d'ailleurs, avoir plein de retours d'expérience et rencontrer des gens qui ont eu les mêmes problèmes. Donc on a rencontré par exemple le fondateur, le CTO d'Asana, qui est une application de productivité et de gestion de tâches très populaire, qui a fait face aux mêmes problématiques que nous. Quelqu'un que j'aurais pas pu avoir accès, je pense, en France. Ouais, ça. Et du coup, tu as senti une différence d'état d'esprit, de mindset dans Y Combinator, justement? Ouais, enfin, je sais. Moi, j'étais pas
très proche avec le batch en direct, Ouais. mais ouais, il y a une effervescence qui est, en fin de compte, c'est surtout une urgence, Y Combinator. Ok. T'arrives, t'as 3 mois, il va falloir que le produit, s'il est déjà lancé, bah, que tu essaies d'aller faire un go-to-market très très rapide, Ouais. parce que tu dois pitcher à la fin, il va falloir sûrement lever des fonds, et 3 mois, ça passe très très vite, et du coup, tu vas être entre faire tous les événements Y Combinator, rentrer, appliquer, repartir, pour reprendre des conseils, et la boucle, elle est très très rapide. Ouais, 3 mois, c'est. 3 mois, et tu vois les associés de Y Combinator plusieurs fois par semaine. Donc Ok. la loupe, elle est très très rapide. Tu les vois. Je me rappelle que Christophe, mon cofondateur, rentrait, on se mettait sur une table avec l'équipe, Ouais. machin, on réimplémentait et il repartait, et on a fait ça pendant 3 mois. Ok. Ouais. Et s'il y a une grosse différence du coup en entrant et en sortant de Y Combinator, tu dirais que c'est laquelle dans ton parcours? Franchement, c'est la cohésion d'équipe. Passer 3 mois avec toute Ouais. son équipe sous le même toit, c'est Ouais. c'est pas évident. Hein. Voilà. Heureusement qu'on était jeunes. Franchement, je pense que je le ferai plus. Ok. Ça s'est extrêmement bien passé, mais bon. On a dû prendre des Airbnb parce qu'il y a des gens qui ne supportaient pas. Ah Quoi. ouais. Franchement, c'est normal. Hein. Ouais. Mais c'est des gens qui sont encore avec nous aujourd'hui. En fait, on a la culture de la boîte a démarré là-bas. Ok. Donc c'est ça que j'en garde. Une ambition produit aussi. Ouais. Essayer de faire des choses assez simples, très focalisées sur une promesse, pas s'éparpiller, quoi. Et je pense que c'est lié avec le minimum lovable product. Ouais. Carrément. Essayer de faire un produit qui va extrêmement bien parler, peut-être qu'à 10 personnes, mais qu'eux, en tout cas, vont être fans, et de pas essayer de faire un produit qui va convertir 100, mais que les gens vont trouver moyen. Ouais. Je pense que je pense que c'est le conseil que je retiendrai de Y Combinator. Ouais, d'être très précis. Ouais, être Ouais. précis, faire quelque chose que les gens adorent, et une fois qu'on a des gens qu'on adore, essayer de retrouver ces mêmes personnes en fait. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces personnes? Quelles sont les industries que je peux aller rechercher ensuite pour leur vendre le produit? Et qu'est-ce qu'ils aiment dans ce que j'ai développé aussi? Des fois, ils adorent, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. Donc, aller les voir, Aller voilà. voir. Ouais. Ouais, interview, etc. Hyper clé. Pareil, tu parlais du coup, Y Combinator, ça te sert aussi à enclencher la levée de fonds. Comment s'est passée la levée de fonds? Je crois que c'était en 2019, si je ne me trompe pas. C'était très facile. Hein. Ouais. C'est une époque où ouais, on était approchés, les gens nous donnaient directement le montant. Donc, je crois on a clôturé la levée de fonds 2 semaines après être arrivé à Y Combinator. Ah ouais. Donc, on avait, Ok. ouais. On avait je crois que la term sheet était finie. Okay. Est-ce que le montant est public ou C'était 4 millions, ouais. 4 millions à ce moment-là? Okay. 4 millions, et on a relevé ensuite, 2 ans après, une dizaine de millions avec un autre fonds Spark. Okay. Voilà. C'était une époque, tout était très facile. Ouais. Carrément. Et justement là-dessus, quand on en parlait, tu me racontais peut-être une petite anecdote sur justement ces fonds qui étaient sur une banque qui est maintenant bien connue. J'ai pas entendu du tout, je suis désolé. Excuse-moi. Tu me disais quand on préparait la conf, tu me parlais des anecdotes sur cette levée de fonds justement, où tu as fait cette levée auprès d'une banque qui est maintenant bien connue aux États-Unis. Ah oui, non, on n'a pas fait la banque a reçu l'investissement, donc c'était la Silicon Valley Bank. Ouais. Donc je pense que Voilà, ça parle donc à quelques personnes. Voilà. Ouais. Nous, on a mis tout l'argent là-bas. Okay, tous nos fonds étaient là-bas. Et je crois que c'était il y a 2 ans, la banque fait faillite, hein, perd tous nos fonds. Et donc, c'est plusieurs millions. Hein. On avait, je crois, 6-7 millions sur le compte. Et on faisait des petits virements pour payer les salariés français, tout ça, mais on avait tout là-bas. Et on apprend que voilà, on n'a plus accès au compte. Parce qu'en plus, tous les investisseurs de la vallée avaient dit à tout le monde de retirer leurs fonds rapidement dans la nuit. Donc nous, quand on se réveille en France, les serveurs crashent, il n'y a plus d'argent. Et voilà, en fait, je crois qu'on avait 200 000 euros sur notre compte français, Conto. Ouais. Voilà, on pouvait payer, je crois, 1 mois et demi de salaire et c'était terminé. Voilà, donc là, c'est grosse remise en question. Qu'est-ce qu'on va faire? On passe le week-end à faire un plan avec mon cofondateur. Je crois qu'on avait prévu un plan de licenciement de 35 personnes sur 40. Ah oui, ok. Ah ouais, c'est le plan de licenciement horrible. Hein. Ouais. On passe le week-end à faire ça. Je dis à ma femme que je vais devoir me coucher dimanche soir dans une chambre seule avant d'annoncer ça le lundi. Ouais. Je mets un petit matelas en bas et je me repasse le nom des gens que je vais devoir licencier le lendemain matin.
Et juste avant de me coucher, je sors mon téléphone et je vois que Biden vient de sauver Silicon Valley Bank. Et je fais ok, très bien. Donc j'appelle mon cofondateur, je fais vas-y, archive tout. Ouais. C'est bon, c'est reparti. L'argent. Mais grosse leçon. Ouais, j'allais demander du coup, qu'est-ce que, enfin, du coup, la réflexion, le choc, quels apprentissages du coup t'en as fait de ça? Franchement, immédiatement, c'est prendre un compte avec une sécurisation des fonds déjà. Parce qu'on avait une sécurité de 100 000 dollars, je crois, sur le compte. Donc voilà, c'est changé de banque immédiatement. Et après, c'est qu'on vivait au-dessus de nos moyens aussi, en fait. Comment c'est possible d'avoir levé de l'argent, d'avoir un produit dont les gens payent tous les mois, c'est récurrent. On a très peu de churn, nous. Les gens ne partent pas. Une fois qu'ils ont leurs documents, ils ne partent pas de notre produit. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation si catastrophique, en fait? Voilà, donc après, c'est une grosse remise en question. Ouais. On fait quand même des licenciements. Ouais. Pas 35, on en fait 10. On ressent le produit. On se dit qu'au final, on a développé, parce qu'on était dans un peu d'une guerre avec Notion à l'époque aussi, à cette époque-là. Ouais, ça a déjà commencé du coup. Ouais, Notion, Okay. c'est 2018. Ok. Et donc du coup, nous, c'était 2022 là. Ouais. Donc on a essayé de développer des pans du produit pour un peu les contrer, qui ne fonctionnent pas. Donc on décide de les arrêter complètement, sans sommation. Voilà. Et donc voilà, c'est cet événement qui au final n'a pas été une catastrophe. On l'a quand même utilisé comme une catastrophe, comme un. Ouais, ça vous a fait réfléchir. Et du coup, tu disais, tu avais senti qu'il y avait en fait, par exemple, beaucoup de fonds levés par rapport au CA que vous génériez à ce moment-là, ou quel était un peu le schéma de réflexion? Ouais, c'est clair. Je pense qu'on a levé trop de fonds. Et en même temps, je pense que pour créer un produit comme Slide, il en faut. Ouais. Il faut des ingénieurs qui soient extrêmement bien rémunérés. Il faut savoir les conserver sur le long terme. Et ça prend du temps. Donc je pense que c'est pas forcément le montant, mais c'était essayer d'utiliser un investissement le plus rapidement possible. Je pense que ça, c'était l'erreur. Et en plus, on n'avait aucune pression de notre board. Enfin, aucune pression. Ils ne nous poussaient pas la dépense non plus. Pour eux, ils voulaient voir le succès de Slides, ils voulaient voir un développement rationnel et voilà. Et voilà. Ouais, carrément. Ok. Et donc tu disais, donc ça c'était intéressant parce qu'on peut revenir dessus sur il y a Notion du coup, tu disais qui était déjà un concurrent à ce moment-là. Toi, quand tu as vu arriver Notion, du coup, c'est quoi? C'était en 2018, tu disais? 2018, ouais. Ça a fait une différence du coup sur le marché? Énorme différence. Okay. En gros, ils arrivent, tous les standards montent. Parce qu'en final, on n'est plus face à juste Google Drive Confluence. Ça veut dire on a Notion en face. Eux, ils ont démarré le développement du produit en 2012. Donc ça fait déjà 6 ans qu'ils ont un produit. Ils ont fait plusieurs lancements qui ont échoué. Et ils viennent avec une V2, ce qu'ils appellent la V2 en 2018, où ils mettent les databases. Et c'est là où Notion prend réellement. D'accord. Voilà. Ok. Et donc du coup, toi, tu sens les standards du marché qui augmentent. Et justement, ça peut être intéressant. Comment tu commençais à en parler tout à l'heure en disant par rapport à la levée de fonds, etc., recentrer le produit, mais comment est-ce que tu contres, comment est-ce que vous décidez de contrer un peu cette arrivée de Notion? Pour l'instant, au début, en fait, on se dit que on a quelque chose d'unique et que ça va aller. Je pense comme beaucoup de personnes, on croit énormément à la solution, on y a toujours cru. Mais voilà, on essaye de rattraper les standards qu'ils sont en train de mettre en place. Ils mettent des databases, on met des databases. Ils mettent un truc, on met un truc. Voilà, c'est vraiment cette course un peu l'armement. On court après. Et je pense qu'on se perd un peu aussi à faire cette course-là. Sachant que Notion, leur pitch initial, c'était faire HyperCard. Donc l'HyperCard, c'était un truc d'Apple dans les années 80 où en gros, on pouvait connecter des sources de données ensemble. Voilà, bref. Un peu compliqué. Ils veulent refaire ça, mais à la sauce 2010. Là où nous, notre pitch, c'était juste de faire une base de connaissances extrêmement simple. Et en fait, on se retrouve à essayer de faire comme Notion. Fonctionnalité sur fonctionnalité, t'enchaînes. Exactement. Et au final, on est sorti de cette course. On s'est dit, arrêtez de regarder. Même dans l'équipe, les gens regardaient Notion pour développer de nouvelles features. Arrêtez de regarder. On développe Slide avec notre vision, avec ce qu'on a envie, apportons quelque chose d'unique et différenciant et essayons de faire quelque chose qui nous ressemble, qui est juste une base de connaissances. C'est ça, et donc couper un peu la course à rattraper un standard du marché et trouver sa propre voie, ses propres clients. Exactement. Recentrer sur. Comme tu disais, du coup, c'est marrant parce que du coup, le pitch que tu donnais au début, du coup, de faire quelque chose de très simple, qui était la création au début de Slide.
tu me dis, bah, aujourd'hui, c'est encore ça. Et du coup, tu as un retour à l'essentiel, quoi, aux bases. Ouais, on est revenu. Ouais. À un moment, on s'est brandé comme le all-in-one tool. On voulait tout mettre, un peu comme Notion d'ailleurs. On a été le remote first tool. Voilà. Et au final, on est revenu au pitch initial. Et c'est celui qui marche le mieux. Et d'ailleurs, les gens. Alors, c'est pas un raz-de-marée, mais il y a pas mal de gens qui partent de Notion justement parce qu'ils sont partis dans des délires un peu de data et de synchronisation. Et c'est très bien pour des équipes produits ou tech. Ils viennent chez nous pour avoir quelque chose de plus simple, mais parce que c'est des gens qui arrivent, ils ont 50 000, 80 000 documents qu'ils doivent organiser et gérer. Okay. Et ça, nous, on sait très bien faire. Ouais, ok. Et justement, là, tu parlais un peu des différents pivots que tu as pu faire dans l'histoire. Quels sont un peu les signaux que tu regardais ou les indicateurs que tu regardes justement pour dire là, on va peut-être passer sur autre chose, là, etc., sur le produit? Franchement, la croissance du revenu. Franchement, franchement, je pense que les métriques stupides sont les meilleures. Ouais. Voir l'évolution du revenu, l'expansion des équipes aussi. En fin de compte, nous, quand on va acquérir un nouveau client qui va prendre 100 sièges, combien en fait il va évoluer dans les mois qui vont suivre. Ouais. Parce qu'au final, ça nous coûte très, très peu cher, mais ça veut dire qu'au final, la solution prend. Les gens trouvent effectivement qu'il y a de la qualité et ils trouvent tellement que c'est bien qu'ils vont le disséminer dans l'entreprise et acheter des sièges de manière automatique, ce qu'on n'a rien à faire. Okay. Donc, je pense que ça, c'est un très très bon indicateur, le taux d'expansion. Okay. Le churn, nous, on a très peu de personnes qui partent, donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à optimiser réellement, même si c'est quelque chose qu'on regarde. Ouais. Et le product market fit. Donc, genre, combien on arrive à faire en sorte que des gens seraient extrêmement déçus de perdre notre produit. Et en fin de compte, écouter cela, écouter les demandes, les feature requests qu'eux vont faire, et se concentrer plutôt sur cette... Et voilà, essayer de monter à... Je crois que le Golden Score, c'est 40%. Ok. Voilà. Un peu, encore une fois, se concentrer sur les clients les plus fans de la solution et les écouter pour ne pas se perpiller. Ok. Non, très cool. Et du coup, il y a un nouveau... aussi un nouveau Zero to One là, que vous êtes en train de faire. Un nouveau produit, du coup. Alors c'est la première fois que j'en parle en public, qui va s'appeler Super. Super. Voilà. Donc en gros, un des cœurs de Slide, c'est aussi permettre une recherche et une question-réponse avec de l'intelligence artificielle. On peut interroger sa base de connaissances et avoir un dialogue avec elle, ce qui marche très très bien. Et au final, on a vu que ça marchait tellement bien qu'on l'a externalisé, on a créé un produit. Il y a ça. Et donc le pitch de Super, c'est vraiment de démocratiser et faire en sorte que chacun en entreprise on puisse utiliser l'intelligence artificielle demain en 30 minutes. Voilà, sans setup. Okay. Donc on a fait le produit est prêt, on a des clients, on a 500 personnes qui l'utilisent tous les jours. Et du coup, on le met en public dans un mois. Okay. Donc on a fait un 0 to 1 dans le 0 to 1 de Slide. Les 0 to 1, je crois qu'il y en a un peu tout le temps. Et justement, sur ce nouveau lancement de produit, sur quelle base du coup tu pars par rapport au démarrage du premier produit Slide, etc. Et quelle différence ça fait avec ce premier Zero to One de l'époque? Il y a plein de choses qu'on n'a pas à faire. Plein de choses, on n'a pas besoin de lever des fonds, pas besoin de recruter, pas besoin de faire d'admin. En fait, on est déjà pas besoin de faire même en tech, on a déjà le hosting, on a les serveurs, on a tout. Donc on peut se concentrer uniquement sur le produit. On peut se concentrer uniquement sur acquérir des clients et voilà. Et c'est ça, on a gagné un temps incroyable. Ouais. Aussi, on a appris toutes nos erreurs qu'on a fait avec Slide et qu'on n'essaie pas de reproduire. Étant par exemple d'essayer d'avoir un pitch fort et s'y tenir. Ouais. Essayer aussi de se concentrer sur peu d'utilisateurs fans du produit et construire pour eux. Et faire aussi des choses qui ne vont pas scale, qui ne vont pas monter à l'échelle. Donc là, on est en close des clients en direct, au téléphone, on est sans onboarding, sans rien. Sans rien, ouais. C'est frugal du coup. Très frugal, on se concentre sur le produit cœur, mais toute cette phase d'onboarding, on ne la développe pas encore, on le fait vraiment à la main. Et c'est une des leçons d'ailleurs de Y Combinator aussi, c'est qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre téléphone et d'appeler 200 personnes que vous connaissez pour essayer de leur vendre le produit. C'est d'appliquer ça. Commencer à la main, pas automatiser des trucs qui n'existent pas encore. Exactement. Donc excellent. Excellent. Et du coup, on arrive pas loin du coup du timing de cette première conf. Pour conclure, Pierre, est-ce que tu as pour toi un peu on en a déjà un peu parlé, mais quel serait pour toi le meilleur conseil un peu pour faire un minimum lovable product? C'est dur. Hein. On m'a invité pour répondre à des questions. Je suis pas le meilleur pour faire une conf produit.
il y a des choses qui ont été, franchement, en conseil immédiat, corriger les bugs avant tout le reste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière, où genre on a des gens assignés au support, aux bugs, et on ferme les bugs dans la journée. Ouais. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est une bonne métrique. Pardon ? Une belle métrique, le zéro bug. Ouais, le zéro bug est très facile à atteindre. Ouais. Prendre des gens qui sont passionnés. Franchement, limite, moins de personnes, mais des gens qui sont un peu obsédés, même des gens qui vont écouter des podcasts sur la technologie, sur l'espace dans lequel vous êtes. C'est extrêmement important. Parler aux clients, comprendre ce qu'ils font avec, et essayer de créer des fans, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et rester lié à son pitch, quitte à le modifier et à se dire que c'est la nouvelle version. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être buté avec la première version du pitch, mais rester ancré avec ce qu'on a voulu créer. Je pense que c'est très important. Et pour créer une marque forte, une identité forte aussi. Sinon, si on est toujours en train de pivoter, les gens n'arrivent pas à nous repérer. C'est plus dur. Ouais, clairement. Et puis, je retiens aussi finalement dans l'aventure. En plus, on est sur l'événement qui s'appelle Zero to One. Quand on retrace son parcours, on retient aussi les différents Zero to One, la création de slides, passage aux US, du coup remise en perspective de pas mal de choses, la levée de fonds qui remet en question pas mal de choses. Donc en renouveau, on dit putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire, peut-être un nouveau Zero to One. Pareil, par rapport à Notion, se repositionner, se re-questionner. Et puis finalement, un vrai Zero to One en mode tu crées un nouveau produit finalement aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a peut-être aussi éternellement des Zero to One dans l'entrepreneuriat qui se répètent. Il y en a tout le temps. Hein, et au final, l'envie de créer des produits, l'envie de créer des choses et de résoudre des problèmes, elle est tout le temps là. Ça peut être avec des projets ou avec des nouveaux produits. Ouais, clairement. C'est juste peut-être d'apprendre un peu plus à chaque fois, justement, pour aller plus vite au One. Ouais, t'apprends et puis aussi tu t'entoures de gens. Ça veut dire qu'au début de Slide, on était 2 et on a mis beaucoup de temps à recruter. Là, on démarre avec une équipe de 20. Ouais. Il y a gérer le changement, ça veut dire leur dire on arrête pas complètement de bosser sur le produit, mais il n'y a qu'une partie de l'équipe qui va rester sur ce produit-là. La semaine prochaine, tout le monde passe sur le nouveau produit. Ouais. Donc ça change. Ça change, il faut que les gens comprennent ce qu'on va aller faire. C'est une vision encore très nébuleuse pour eux. Et il va falloir qu'on leur pitch encore pour qu'ils comprennent et qui après eux-mêmes puissent développer des fonctionnalités qui soient bien perçues par les utilisateurs. Ok, très cool. Écoute, merci Pierre. Merci pour ton temps. Merci.